Aujourd'hui, je reçois un invité aussi inspirant qu'atypique, Julien Sauvage. Français installé à San Francisco depuis plus de 10 ans, il a fait ses armes dans les meilleures boîtes tech US, Salesforce, Gong, Clary, avant de devenir CMO chez Cordial. Mais ce qui rend son parcours encore plus intéressant, c'est qu'il vient du product marketing. Et ça change tout. Dans cet épisode, on revient sur les forces de ce background pour devenir CMO, les défis de la fonction PMM, notamment concernant la mesure de l'impact, et les différences marquantes sur l'approche product marketing en France versus les États-Unis. Il nous explique aussi pourquoi il fait la chasse au framework et le risque à vouloir les suivre à la lettre. Et enfin, Julien partage tous ses conseils pour se démarquer dans un marché de plus en plus saturé et évoluer dans sa carrière sans forcément faire la course au titre. Bonne écoute! Salut Julien, comment ça va? Bonjour Carlotta, ça va bien et toi? Ça va très bien, je suis très heureuse de t'avoir sur le micro du podcast aujourd'hui. Si ça te va, pour commencer, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc mon nom c'est Julien Sauvage. Je suis aujourd'hui CMO chez Cordial, qui est une plateforme marketing pour les marques B2C. Comme mon nom et mon accent l'indiquent, je suis franco-français, né en France, né à Strasbourg. J'ai vécu à Paris. J'habite maintenant à San Francisco. Et voilà, et ça fait une douzaine d'années. J'ai commencé ma carrière plutôt du côté tech, dans le data mining et en fait AI avant que ça s'appelle AI. Puis progressivement, je me suis rapproché du marketing. D'abord côté pur product marketing, et puis après j'ai étendu mon domaine fonctionnel en rajoutant d'autres fonctions. Je suis passé chez Salesforce pendant 5 ans, chez Gong, chez Clary, aujourd'hui chez Cordial. Justement, on va en parler de tout ce sujet carrière. Et ma première question, c'est justement, tu disais que tu as commencé par le product marketing. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Est-ce que tu es tombé un peu par hasard dans la marmite du product marketing? Ou au contraire, il y a eu des opportunités très spécifiques qui t'ont fait que tu as commencé à travailler dans cette discipline? Tombé dans la marmite, alors là tout de suite j'ai les images d'Astérix et Obélix, donc je suis vraiment content qu'on soit sur un podcast français. Non, j'étais pas du tout dans le marketing moi, en tant que pre-sales, je sais pas comment on dit en français, consultant avant-vente, j'imagine on dit, dans une boîte française qui était à l'époque bien, qui s'appelait KXEN, drôle de nom mais bon, on parle de 2008, hein, ça fait longtemps, ça fait un bail. Et puis ouais, puis à un moment donné, bon, je faisais des démos tout le temps, je montrais le produit, etc. Au bout d'un moment, je me suis dit, ce serait quand même sympa de raconter, plutôt que de raconter les histoires one-to-one, passer à l'échelle, quoi, raconter les histoires one-to-many. Et c'est ça la transition qui m'a amené d'avant-vente au product marketing, qui est, à mon sens, une transition qui est vraiment facile. Tu passes d'un engagement individuel à un engagement one-to-few, one-to-many. Donc, c'est ça. Moi, mon angle, ça a toujours été une bonne connaissance du produit, une bonne connaissance du marché, une bonne connaissance des compétiteurs. Et c'est ça qui m'a amené au product marketing. Justement, aujourd'hui, tu es CMO. Quels sont les apprentissages du product marketing qui font que tu peux aujourd'hui être CMO, les avantages et potentiellement s'il y a des limites ou des choses que tu as dû apprendre? Il y a toujours des avantages et des inconvénients, des limites, effectivement. Bon, moi, je suis un petit peu biaisé dans le sens où je pense que quand on vient du product marketing, c'est quand même principalement une force pour être CMO. Pour les raisons un petit peu que je viens d'évoquer, à savoir on est technique, on est capable d'avoir cette fonction un petit peu de pont entre les équipes go-to-market, sales, pre-sales, avant-vente, CS, support et les fonctions produits, ce qui n'est pas le cas d'un CMO qui vient pas du product marketing, si tu veux. Donc je pense que c'est un avantage. Après, effectivement, ce que je dis toujours, c'est que le product marketing, souvent, on s'en sort avec des indicateurs clés de performance qui sont pas super bien définis, qui sont un petit peu flous. Et ça, évidemment, ça passe pas quand on arrive à un poste comme un poste de CMO ou de Head of Marketing, quoi. Donc, je dirais, c'est un avantage dû à la connaissance profonde du marché, des clients, du produit, cette fonction de pont. Mais par contre, les choses qu'il faut vraiment apprendre, c'est aller dans la partie ops, aller dans la partie data, reporting, et vraiment comprendre le cycle de vie, le life cycle de l'acheteur. Si on revient un peu justement au métier de product marketing, qu'est-ce qui justement t'a le plus passionné dans ce métier et qu'est-ce qui t'a aussi le plus déplu? Et peut-être qu'aujourd'hui, avec cette transition de CMO, tu ne retrouves plus ou au contraire, tu continues à avoir?
Je continue à rester assez proche de mes équipes là. Mon équipe actuelle, on est 10 à peu près, donc c'est pas super grand. Donc ce qui est pas mal, hein, ça me permet de rester quand même assez proche et assez hands-on, comme on dit. Tu vois, j'ai retroussé mes manches là, donc je suis pas encore l'espèce d'exec qui vit dans un château sur un nuage. Mais ouais, non, bah il y a plein de trucs qui me passionnent avec le product marketing. Quand je réfléchissais un petit peu à ça hier, quand je me préparais un petit peu pour ce moment qu'on a toi et moi là, et en fait, le mot qui m'est venu, c'est le mot traduction. Je pense que c'est un truc qui me passionne et j'imagine qu'il te passionne et qui passionne plein de gens aussi. C'est cette notion de traduction finalement. On traduit le langage du produit en valeur métier, on traduit la complexité en clarté, on traduit la stratégie de l'entreprise en histoire que l'acheteur et le marché peuvent entendre et auquel ils ou elles peuvent croire. Donc cette notion de traduction, je trouve que c'est vraiment passionnant. Et finalement, le parallèle que je me suis fait, c'est que bon, maintenant je suis un petit Frenchie qui habite aux États-Unis, donc finalement la traduction, c'est quelque chose qui est dans mon esprit tout le temps. Je continue tout le temps à traduire finalement des choses. Je traduis du français à l'anglais, de l'anglais à français. On parle espagnol dans la famille aussi. Voilà, cette notion de traduction est à mon sens quelque chose d'absolument passionnant dans le product marketing. Oui, je comprends totalement et c'est vrai que souvent dans les échanges que j'ai avec d'autres PMM, ce mot-là de justement traduire ce que tu disais de la complexité en clarté et d'être un peu le lien aussi entre les différentes équipes pour créer de la cohérence, c'est ce qui ressort le plus et ce qui au final est aussi le plus difficile à mesurer, si on en C'est clair. revient au sujet de la mesure en fait. Exactement. J'ai pas cherché à échapper à la deuxième partie de ta question, Carlotta, qui est la chose qui me déplaît le plus du product marketing. Effectivement, la tendance à être finalement mal compris, hein, et réduire le PMM à un deck concierge où grosso modo on va juste produire du PowerPoint et pas être mesuré sur ça. Mais je pense que ce que je dis souvent, c'est que chaque PMM a vocation à contrôler sa propre destinée d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce qui différencie à mon sens un bon PMM d'un très bon PMM, c'est qu'un bon PMM va faire le job et il va délivrer sur tous les projets. Mais le très bon PMM, il va toujours arriver à ramener ce qu'il a fait à un indicateur clé de performance qui est au niveau de l'entreprise. Donc cette partie mesure de succès, mesure de performance est à mon sens la chose qui manque le plus au PMM. Et donc, ce qui me déplaît, c'est ça, c'est l'incompréhension autour de la fonction par les gens qui sont pas dans le PMM et cette espèce de victimisation parfois que le PMM a à dire mais les gens comprennent pas et on comprend pas mes Mm. indicateurs clés de performance. Ce à quoi je réponds toujours, ben non, c'est à toi de faire comprendre le reste du business et de leur dire comment tu devrais mesurer ta performance. Tu as des conseils justement sur ces deux points-là? Moi, ce que j'encourage toujours auprès pour mes équipes PMM, pour la fonction de PMM, c'est toutes les questions de communication, évidemment. J'apprends ça. Enfin, c'est pas un truc super nouveau. Et donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, faire un kick-off interne avec toutes les équipes transfonctionnelles pour bien comprendre ce qui va se passer. Donc, si on va lancer un produit dans 2 mois, poum, tu fais un kick-off avec absolument toutes les personnes clés. Je les encourage à faire une newsletter tous les mois ou tous les 2 mois interne pour détailler non pas seulement les activités et le progrès, mais aussi l'impact. Et donc ça, par rapport à ce deuxième point, le conseil que j'ai par rapport à montrer l'impact, c'est d'essayer d'aller chercher des indicateurs clés qui vont au-delà de l'adoption, qui vont au-delà de mon deck ou ma démo a été utilisée par la vente, l'avant-vente, X fois. Je pense que même quand on a une petite boîte, il y a vraiment des façons un peu plus smart d'aller mesurer la performance. Donc, si par exemple quelqu'un utilise un Gong ou un Clari et qu'ils enregistrent leurs sales calls, on peut, et même si c'est pas le cas, tout le monde peut enregistrer un sales call. On peut enregistrer un sales call sur Zoom, quoi. Hein, donc c'est facile. Du coup, après, tu peux juste aller voir les calls où les vendeurs ont utilisé ton messaging, ceux pour lesquels ils n'ont pas utilisé ton messaging, et faire juste un peu du A/B testing et voir si le premier groupe a un win rate ou un conversion rate qui est plus grand. Et là, du coup, tu peux vraiment dire, OK, grâce à mon nouveau messaging, les cycles de vente ont été réduits de 10% et les win rates ont été augmentés de 5%. C'est n'importe quoi. Donc, vraiment, aller chercher ces indicateurs clés de performance. Il y a des manières de le faire, même si on est une petite boîte, on peut mesurer ça. Oui, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que en fait, faut pas forcément se cantonner sur les KPI standards, mais on peut être aussi un peu original dans la manière de penser l'impact qu'on peut avoir
sur le produit, sur les sales, sur le marketing. Exactement, ouais, exactement. Et à la fin, même si vous êtes dans une boîte, quelqu'un est dans une boîte qui est très product-led, où l'indicateur clé c'est principalement adoption produit, donc n'importe quoi, hein. Donc MAU, monthly active users, ou je sais pas, sur un nouveau produit qu'on vient de lancer. Même ça n'a aucune importance si finalement les indicateurs clés au niveau de la boîte sont pas impactés, quoi. Et donc c'est quoi? Bah c'est churn, growth, revenue growth, etc. Il y a toujours une manière, à mon sens, d'aller faire le pont entre des activités qu'on pense être un petit peu upstream avec les résultats finaux. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre un excellent PMM et un PMM qui fait son job, mais qui se demande pas exactement quoi son boulot est en train d'impacter la boîte, quoi. On entend beaucoup en France le fait que le product marketing a 5 ans de retard, 8 années de retard par rapport aux US, comme le product management aussi l'a été ou l'est encore. Ouais. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus, du point de vue d'aujourd'hui où tu es à San Francisco et donc tu vois aussi ce qui se passe en France? Est-ce que tu vois soit un retard ou pas et des différences dans la façon de faire du product marketing? Ouais, je dirais pas 5 ans de retard. J'espère que les gens sont pas dans cette mentalité-là. C'est peut-être un petit complexe d'infériorité ou je sais pas quoi. Bon, c'est ridicule ça. Donc il faut pas se dire qu'on a 5 ans de retard en France ou que ce soit. Il y a une différence culturelle, c'est clair. C'est inévitable, comme on peut se l'imaginer dans toutes les fonctions, pas que le PMM. Je dirais aux US, le marketing est très central, quoi. Et donc le product marketing est mieux compris, mieux valorisé qu'il ne peut l'être, à mon sens, en Europe, souvent plus proche du leadership aussi. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Par contre, la barre est plus haute, je trouve, ici, surtout sur la clarté du message, sur le messaging. Même si on a un positionnement qui est parfait, mais que ça se traduit dans un messaging qui est un peu trop compliqué ou un peu trop tech, etc., etc. Ici, les gens, ils tune out tout de suite. Ils arrêtent tout de suite de t'écouter, quoi. T'as vraiment 3 secondes pour convaincre. C'est un peu la culture pub, hein, des culture pub. C'était une émission à l'époque, dans les années 80, 90, si je me souviens bien, sur M6. C'est la culture pub, c'est-à-dire, il faut être court, faut être direct, faut être impactant. Donc, c'est ça la différence. Je dirais, d'après ce que je vois depuis ici, j'ai l'impression que le PMM a complètement explosé en France. Ça existait pas beaucoup quand je me suis barré, hein, en 2012, il y a 13 ans maintenant. Vraiment, les gens, c'était pas très développé encore comme fonction. Et là, moi, je vois plein de trucs à droite, à gauche. Je te vois toi et d'autres non. Donc, ça se voit que c'est en train d'exploser. C'est super, quoi. Ça me rend fier de mon pays. Génial. Trop cool d'entendre ça. Ça donne le sourire. Et justement, j'avais écouté une interview de toi, je crois que c'était dans We're Not Marketers, Ouais. où tu parlais d'un enjeu de repositionnement. Il me semble que tu avais trouvé tes insights super intéressants sur justement comment se différencier dans un marché qui est ultra saturé. Et j'aimerais bien avoir un peu ton avis là-dessus, quelques conseils ou méthodos de façon de penser dans ce cadre-là. C'est dur. Par rapport à la méthodo, le problème, c'est que je dis souvent ça sur les podcasts et tout. Je trouve que le PMM, on pêche par un excès de méthodologie. Je pense que le product marketing, c'est souvent des gens un peu comme moi qui sont venus d'un milieu, d'une fonction un peu plus tech. Et donc, on a tendance à bien maîtriser ça. Mais par contre, quand il s'agit d'être plus créatif et d'écrire et d'avoir des activations, etc., qui se rapprochent de la brand et qui sont vraiment sur l'autre partie du cerveau, on a plus de mal. Il y a plus de résistance par rapport à ça. Et donc, je pense que souvent, on se cache derrière des frameworks, des playbooks, des méthodologies. Je pense vraiment que c'est la tendance parce que c'est confortable pour un nerd, alors que aller un petit peu au-delà de son truc et de faire quelque chose de plus bold, de plus créatif, c'est quelque chose qui est pas forcément naturel pour nous. Donc le premier truc que j'aurais envie de dire dans la méthodo, c'est prenez toutes les méthodos et foutez-les à la poubelle. Je suis un petit peu extrême, mais en tout cas, s'il faut garder un framework, gardez-en un, quoi. Mais on n'a pas besoin d'avoir des messaging documents qui font 20 pages. C'est n'importe quoi. Personne va les lire. On n'a pas besoin d'avoir un buyer persona, guide, machin. En plus, tous les frameworks et tous les playbooks
désolé, mais aujourd'hui, on va sur Claude ou sur GPT et on a ça immédiatement, quoi. Donc, le premier conseil que j'aurais envie de dire, c'est les frameworks, utilisez-les avec modération. C'est comme un bon verre de vin ou une bonne bouteille de vin. Le deuxième truc que j'aurais envie de dire, je sais que je prends un peu de temps là, mais bon, je suis passionné par rapport à ces sujets. J'espère que c'est cool. Je sais que ça a été un débat pendant des années, mais le nom marketing produit, c'est seulement la moitié de l'histoire, quoi. C'est l'histoire produit. Mais avant, l'autre moitié, avant de parler du produit, c'est de parler du problème, parler du pain. Et donc, je vois souvent des product marketeurs qui vont directement vers moi. Nous, on est meilleurs parce qu'on fait ça, alors qu'on n'a même pas, ils ont même pas vraiment pris le temps de montrer à leurs clients pourquoi il y a besoin de changer, pourquoi il y a besoin de changer maintenant. Voilà mes deux grands conseils si on essaye de faire du positionnement et de vraiment stand out dans un marché extrêmement complexe, c'est être créatif, utiliser les frameworks mais avec modération, et après réfléchir vraiment à quel est le problem statement, le pain, le vilain de l'histoire, qui va permettre de faire une histoire qui est parfaitement balancée entre pain solution. Super intéressant et c'est vrai que quand tu parles des frameworks, à mon avis, il y a un sujet de justement comme on a besoin de rassurer, de montrer qui on est, à quoi on sert, bah, tout de suite avoir une méthode des frameworks, bah, ça rassure et ça met dans une case où on n'arrive pas à se faire une place, quoi. Exactement. Et en effet, c'est en sortir et qui permet d'aller on top et de montrer une valeur ajoutée au-delà de juste comment tu fais étape 1, étape 2, étape 3, quoi. Exactement, ouais, c'est exactement ça. C'est vrai qu'avoir les frameworks, je suis un peu méchant par définition là, un peu provoque, mais une valeur d'avoir des frameworks, c'est de se sentir à l'aise. On se dit, ok, là, il y a des guardrails, quoi. On est dans un terrain connu, on va pas tomber dans le vide. Donc, je vois cette valeur-là, mais je pense que parfois, les gens restent un peu trop près des frameworks, ils sont un petit peu trop comme step by step, ils ont du mal à prendre des risques. Et honnêtement, si on prend pas de risque dans quelque boulot que ce soit, et dans le marketing en particulier, dans le product marketing encore plus, si on prend pas de risque, bah il y aura jamais de récompense. Personne va vous voir. La raison pour laquelle les gens ont parlé de Gong à l'époque, c'est parce qu'on a pris des risques dans le branding, dans notre messaging, on a fait des campagnes qui étaient différentes, etc. C'était moins sur le produit, et c'était plus sur les risques qu'on a pris pour parler du produit. Merci pour ces conseils, Julien. Ça fait prendre aussi de la hauteur. Pour terminer notre échange, j'aimerais bien parler un peu plus avec toi du sujet carrière, un peu management. Parce que c'est super bien de voir justement que quand tu es PMM, tu peux continuer dans la filière PMM, mais tu peux aussi faire du FCMO, potentiellement aller plus dans le product. Est-ce que toi, tu as un avis, des recommandations, des conseils sur qu'est-ce qu'on peut faire dans notre carrière quand on a une expérience de product marketing? La première chose que j'aurais envie de dire, c'est que je pense qu'il y a une tendance, une pression que les gens se mettent eux-mêmes sur leurs épaules pour toujours évoluer et aller changer de scope, quoi, ou rajouter, étendre son scope, passer de PMM à Head of Product, Head of Marketing, etc. Et c'est une pression que je me suis moi-même mise, pour être honnête, pour avoir un moment un peu vulnérable. Moi aussi, j'étais un peu dans cette course de, ok, plus, il faut que je montre que je fais de la croissance, etc. Ça devrait pas être comme ça. C'est parfaitement ok d'être un PMM IC, Individual Contributor, donc sans équipe, dans une boîte et de rester là, ou d'aller d'une boîte à l'autre et de rester solo PMM. C'est complètement ok et on peut avoir de la croissance là-dedans, on peut continuer à apprécier, à aimer son travail et à avoir de l'impact, quoi. Donc le premier truc que j'ai envie de dire, c'est wow, avant de, comme peut-être moi, d'être victime de la pression à la réussite, à la performance, à la croissance, il faut que je montre ci, etc. Chacun devrait quand même se poser, réfléchir un petit peu à ce qui les rend heureux dans la vie. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. On peut évoluer dans sa carrière sans monter les grades corporate. Après, effectivement, le PMM ouvre accès à plein de portes supplémentaires. Je dirais c'est assez basique, mais chaque PMM, c'est un peu de nouveau left brain, right brain, cerveau, lobe gauche et droit. Si vous êtes plus tech, une évolution vers le produit est plus naturelle. Si vous êtes plus go-to-market et client-facing, une évolution vers une autre fonction du go-to-market est plus naturelle. Donc, on peut faire un petit peu, je pense qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut en fonction du background, en fonction de ce qu'on a envie de faire.
Mon conseil, pour finir, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est s'exposer au business. Travailler, bien sûr, les skills, les compétences du product marketing en tant que tel, mais aussi travailler son sens politique, travailler sa capacité d'écoute, aller chercher les projets qui sont visibles, montrer qu'on peut aligner les gens, qu'on peut prioriser les tâches, qu'on peut décider, prendre des décisions. Et donc, en fait, un petit peu toujours aller chercher le why et pas juste le what. C'est ça, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, la différence entre un bon PMM et un très bon PMM. Le bon PMM connaît le produit, le très bon PMM connaît le marché. Donc, tout ce qu'on peut faire pour aller étendre sa sphère d'influence à quelque chose qui se rapproche vraiment du marché et des indicateurs clés de performance de la boîte, c'est ce qui va vous permettre de faire de la croissance. Trop bien. Merci Julien pour tous ces insights Ouais, et ce retour d'expérience. Pour finir, 3 questions ultra faciles. Ok. La première, c'est quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais voir sur le podcast? Je peux t'amener des gens d'ici, hein, si tu plaisir. veux, des francophones ou des Français ou d'autres d'ailleurs. Mais moi, ce que j'aime bien, en tout cas dans les podcasts que j'écoute, c'est quelqu'un qui a une nouvelle perspective un petit peu, quoi. Donc peut-être quelqu'un qui vient pas de la tech, qui applique les mêmes mécaniques ailleurs, ou justement quelqu'un qui est pas dans le product marketing, quelqu'un qui est un des stakeholders du product marketing. Pourquoi pas? Ce serait rigolo. T'amènes un VP Sales d'une boîte X et la personne en question va dégommer le product marketing et ça va nous donner un peu une perspective par rapport à la perception de la fonction. Donc je sais pas, ce serait intéressant à mon sens d'aller chercher des profils qui sont un petit peu en dehors de la bulle tech PMM for B2B et B2C, quoi. Ok, j'adore. Deuxième question, est-ce que tu recommandes un livre ou des ressources? Ça peut être dans le pro comme dans le perso. Ouais, je vais faire une référence pro, une référence perso. J'ai plein de bouquins. Bon, là, tu peux pas voir, mais si je pouvais tourner ma caméra, il y a plein de bouquins là. Donc, je lis beaucoup. En tout cas, je lisais beaucoup avant d'avoir 2 petits garçons qui sont arrivés dans ma vie. Donc, la partie pro, je dirais, c'est tout ce qui est Category Pirates. Play Bigger, c'est leur grand livre. Après, ils ont fait plein d'autres livres. Grosso modo, c'est toute la partie category design. C'est génial. Même si vous faites pas du category design dans la boîte dans laquelle vous êtes aujourd'hui en tant que PMM, ça vous ouvre le champ de pensée. Ça permet de réfléchir aux problèmes. Ça donne des frameworks sans être trop frameworky. Donc, c'est vraiment super. Donc, Category Pirates, c'est un peu le nom de tous les auteurs. Et Play Bigger, c'est le nom d'un de leurs bouquins. Et la partie perso, j'adore Patrick Modiano, qui est assez connu en France, je pense, qui a eu le prix Nobel de littérature il y a quelques années. Gros fan de ses livres. C'est très nostalgique, très français, très parisien. Si vous connaissez pas son œuvre, allez voir ça. Ça me parle beaucoup. Ça me parle peut-être parce que je suis un Français maintenant expatrié aux US, mais chaque fois que je lis ça, j'ai des larmes aux yeux et j'ai envie de retourner en France. Donc voilà, Patrick Modiano. Je mettrai toutes les infos en commentaire de l'épisode. Et pour terminer, je pense connaître la réponse, mais où est-ce que les personnes peuvent te contacter? Jusque maintenant, j'ai un 100% de réponse LinkedIn. LinkedIn, ouais, LinkedIn, ouais, c'est boring, hein, mais ouais, LinkedIn, c'est la meilleure façon. Je dirais, si jamais vous habitez en France, vous nous écoutez, vous habitez en France, vous êtes passage par la Californie, envoyez-moi un petit message. Je fais un peu du mentoring aussi. J'aide les Français qui étaient un peu dans ma position il y a 10 ans pour essayer de réfléchir à, ok, est-ce que je traverse l'océan, est-ce que je viens bosser ici, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, happy to help. Mais effectivement, LinkedIn, c'est la meilleure façon de me trouver. Super, merci encore Julien et je te souhaite une excellente journée. Merci Carlotta, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci.